À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Quelle formation politique pour compétir pour les législatives d'avril 2019 au Bénin? Très attendu, la délibération de la Commission électorale nationale autonome Sénat aura pris tout le monde de coup. Sur les 7 formations ayant pu déposer le dossier de candidature, seules 2 ont pu tirer leur épingle du jeu. L'Union progressiste et le Bloc républicain, tous des partis de la mouvance. Au nombre des 5 dossiers jugés inaptes, 2 ont carrément été rejetés. Ceux de l'USL, formation de l'opposition, et de l'UDBN, formation proche du régime au pouvoir. Les 3 autres formations, MOLBN, PRD, FCDB, pourront faire des recours devant la Cour constitutionnelle pour une éventuelle régularisation de leur situation. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, aucune des formations en question ne s'est jusque-là illustrée aux côtés des forces de l'opposition vent debout contre la gouvernance Talon. Pour plus d'un, l'exclusion redoutée de la classe politique de l'opposition des prochaines joutes électorales est, on ne peut plus, actée. Des législatives sans l'opposition politique, le Bénin en roue libre pour un État parti. Il s'agit là, mesdames et messieurs, du thème en débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. En notre compagnie, pour les 45 minutes, un universitaire et un éditorialiste. À ma gauche, Justin Aglin Anatole, béninois de la diaspora, très averti de l'actualité socio-politique. Il est enseignant, a voulu nous accompagner durant cet instant d'analyse, mais aussi de réflexion. Justin Aglin Anatole, bonjour. Bonjour Joël Yetonji et bonjour chers téléspectateurs. Ils ont une façon de répondre. C'est un plaisir de vous savoir disponible pour nous accompagner. Le plaisir est partagé. En face de vous, comme je l'annonçais, Médéric François Gongo, éditorialiste. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express, qui, pour le thème du jour, nous a proposé un titre, vous avez suivi tout à l'heure. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs et téléspectatrices de Sika TV, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est le mien. La cité a besoin d'accalmie, dites-vous. Oui, nous pensons qu'au-delà de tout, au-delà des querelles des politiques, au-delà des crises internes au niveau des tendances, nous devons aller vers l'esprit de la conférence nationale, le consensus, pour éviter que le pire ne survienne. Entendu. Est-ce possible d'y aller? On va apprécier ensemble. Entendu qu'il faut situer les responsabilités au préalable. Merci, Médéric François Gongo. C'est juste, comme on dit, l'avant-rideau. Pour le rideau lui-même, législative d'avril prochain, mesdames, messieurs, seules 2 formations politiques officiellement sont retenues pour prendre part au scrutin. La sentence, elle est de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Des 7 candidatures enregistrées, seulement 2 partis, l'UP, l'Union progressiste, et le Bloc républicain, tous 2 de la mouvance, recevront leur récépissé définitif. Il s'agit du précieux sésame indispensable pour la compétition. La nouvelle, Justin Aglin Anatole, semble mal passée dans l'opinion publique. Et pourtant, c'est une décision venant d'une juridiction qui en a la compétence. Alors, je voudrais commencer par rappeler que quand on parle de démocratie, il s'agit d'un système de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Quand on parle aussi de démocratie, il faut rappeler que lorsque la démocratie est monocolore, on se retrouve très vite dans une démocratie qui n'en est pas une. Et donc, dire qu'il s'agisse de 2 partis qui soutiennent l'action du chef de l'État, seul habilité à participer aux législatives prochaines, la pilule passe très mal parce que nous sommes inquiets en tant que Béninois. Et je voudrais aussi préciser que je ne suis pas du tout politique. J'ai été amené à vouloir intervenir dans le débat parce que la cité est la cité de tous les Béninois. Et laisser cette charge aux seuls politiciens, ce serait se tromper. Ah oui, merci. Et merci aussi pour la précision importante. La cité a besoin de tous ses fils pour pouvoir se bâtir. Vu bien à propos, oui, Médéric François Gongo, vous avez suivi comme tout le monde. C'est bien la Sénat qui avait à siffler, comme on le dit, la fin de la récréation, la pagaille. En tout cas, son arbitrage est intervenu, mais surprise pour surprise, la Sénat s'est retrouvée presque sous les feux de la rampe, mais de la façon la plus dramatique qui soit. Pourquoi ces tirs croisés sur la Sénat?
qui n'a joué que son rôle. Et comme vous le dites bien, la Sénat a été obligée de statuer sur des pièces retenues comme indispensables pour avoir l'autorisation de participer aux législatives. La Sénat a été obligée de tenir compte fondamentalement de 2 documents. Un document appelé certificat de conformité, qui est un document purement administratif, et le quitus fiscal qui était pourtant prévu et qui devrait s'imposer à tous ceux-là qui veulent bien prendre part au partage de la manne nationale en étant que député. La Sénat n'a fait que rendre une décision sur la base des critères qui ont été fixés par l'exécutif, qui était obligé de multiplier les tentatives de présélection et des listes par le certificat de conformité et des candidats par le biais du quitus fiscal. Entendu que le quitus fiscal s'impose à tous. La Sénat n'a fait que son travail. Et semble, du chef de l'analyste, semble avoir livré l'exécutif aux populations. Simplement parce que, en homologuant les 2 listes préalablement sélectionnées par l'exécutif, aux antipodes des principes universellement admis par rapport à la démocratie de type libéral en expérimentation au Bénin depuis bientôt 30 ans, en le faisant, la Sénat n'a fait que livrer l'exécutif, quitte à ce que cet exécutif lui donne la preuve qu'il a entendu et la voix du peuple, parce que l'atmosphère a été viciée ces derniers moments, a été envenimée dans certaines régions du pays. On a vu des actes assimilables à de l'insurrection. La situation sécuritaire est hautement préoccupante et la démocratie béninoise est balbutiante à ce niveau. La Sénat était arrivée pas, je ne dirais pas à homologuer la décision du gouvernement, la démarche du gouvernement d'exclure des partis politiques de l'opposition d'une compétition électorale sur la base des principes qui a amené son chef, ou qui ont amené son chef au pouvoir, je ne veux pas le président Patrice Talon. Ce gouvernement nous disait qu'il voulait faire des réformes. On le lui concède. Ce gouvernement, dans la logique de ces réformes, a bloqué la première année autour de la révision de la Constitution. Plus loin, le système partisan et le statut de l'opposition. Plus loin, le certificat de conformité. On a comme une impression persistante que le pouvoir a travaillé, à démanteler la charpente démocratique du Bénin, en mettant à mal les acquis, en poussant la société civile dans ses derniers retranchements, en muselant la presse, en limitant l'étendue du pouvoir des syndicats. Ce gouvernement joue aujourd'hui à finir avec ce qui constituait l'ossature, la charpente de la démocratie libérale, c'est-à-dire les partis politiques. Donc, lorsqu'on fait le lien entre cette dynamique de ce gouvernement, constatée d'ailleurs par l'implosion de la majorité qui a combattu le candidat Patrice Talon lors des élections, par l'implosion pour la constitution du BMP. En fait, on a vu le chef de l'État être entouré à 80% par des gens qui l'ont combattu pendant les élections. Dans la logique de la recherche de la majorité parlementaire pour faire passer des lois qu'on a vues. Vous allez permettre, on ramène un peu le curseur vers la Sénat. Le débat est au niveau. Sénat, vous savez, la Sénat a un épiphénomène. La Sénat n'a fait que glisser une petite décision qui se retrouve être dans la logique du gouvernement. Et je pense que nous allons revenir sur la cette décision, à en croire le président de la Sénat, est mue par un certain nombre d'éléments. 3
principalement, vous avez évoqué tout à l'heure les tests qui régissent les élections au Bénin, mais il y a un qui, pour le président de la Sénat, était aussi très, très important. Il s'agit de préserver la crédibilité de la Sénat. Je cite exactement les 3 principes sur lesquels tout a été joué. Le président dit exactement ceci: pour le choix qui a motivé le recensement et surtout le délibéré, voilà, du jour, nous avons dû tabler sur le souci, je cite, de la préservation de la crédibilité de la Sénat, le respect scrupuleux des tests, notamment la charte des partis politiques, et enfin le code électoral et l'obligation d'impartialité et de neutralité. Je vais mieux vous demander, alors la Sénat, en jouant comme elle l'a fait, est-elle pas venue vraiment à préserver, d'après vous, la crédibilité de l'institution? Alors, la Sénat a travaillé avec les outils mis à sa disposition, en l'occurrence le code électoral et la charte des partis. Il se trouve que ces 2 lois sont incohérentes. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son entretien avec les partis de l'opposition. Il a d'ailleurs parler d'imbroglio. Alors, je suis étonné que, à son niveau, qu'il constate qu'il y ait cet imbroglio et qu'il ne réagisse pas en tant que garant de notre Constitution. Et donc, la Sénat, en ayant des outils déjà biaisés dès le départ, ne peut que produire un tel résultat. Et malheureusement ou heureusement, selon le camp dans lequel l'on se trouve, l'on peut être amené à applaudir cette décision ou à la contester, parce que, en tout cas, finalement, moi, je pense que le peuple béninois sortira gagnant, parce que je pense aussi que le président de la République lui-même étant quelqu'un qui s'est présenté lors de la campagne présidentielle comme étant quelqu'un de consensus, reviendra à cette forme de consensus. On reviendra et appréciera, parce que les choses ont encore évolué. Ouais. Mais avant, il faut rappeler quand même à la mémoire comment s'est déroulé les événements, s'est déroulé le gordien, voilà, de la rencontre. Mais avant, il y a eu que beaucoup d'acteurs ont donné de la voix, surtout ceux de la société civile, juste après ce délibéré de la Sénat. Donc, chers invités, je vais vous inviter plutôt à passer en revue le contenu, et ça va être la substance de cette déclaration de la plateforme de la société civile. Ça va être avec la complicité de la régie que nous allons revisiter cette sortie qui a suivi aussitôt la déclaration faite par le président de la Sénat, la régie. Des 7 partis politiques ayant déposé leur candidature, seuls 2, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, ont vu leur dossier retenu. Considérant que ces 2 partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle, considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique et est contraire à tous les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Bénin en matière électorale, de démocratie et de bonne gouvernance, tels que le Pacte international pour les droits civils et politiques, la Charte africaine pour la démocratie et la bonne gouvernance et le protocole additionnel de la CEDEAO. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin se refuse de croire, comme il se chuchote dans l'opinion publique, qu'il s'agit d'une machination contre la démocratie béninoise savamment orchestrée depuis l'adoption et la promulgation d'une législation exclusive. La plateforme électorale des organisations de la société civile milite et défend le respect de l'ordre constitutionnel et des textes de la République. Cependant, elle a constaté que le délai très court et la difficulté de renseigner les erreurs relevées par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'ont pas permis aux partis politiques de l'opposition, par exemple, de se conformer strictement aux exigences légales. Dans cette situation exceptionnelle qui a généré ce jour l'admission par la Sénat de 2 listes du même bord politique, il convient que le président de la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités en mettant en place
un cadre de concertation pour ouvrir la participation aux acteurs politiques de tous bords. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin croit encore en la volonté affirmée du chef de l'État de garantir l'état de droit et la démocratie et en son pouvoir d'apaiser la tension. Elle exhorte vivement à agir en ce sens afin que les prochaines rencontres avec les différents acteurs politiques se déroulent mieux que celle du 25 février 2019 pour une régularisation de la situation. Elle appelle la population et les militants au calme et à la sérénité et à éviter des manifestations violentes pouvant envenimer la situation. Voilà, il s'agit de la substance de la déclaration de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Je vais retourner vers vous et Anatole, vous l'avez suivi de cette déclaration. Que pensez-vous qu'elle apporte de fondamental au débat qui a cours actuellement? Alors, comme médecin après la mort ou très utile? Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai que comment dit-on, la société civile aurait bien pu se prononcer plus tôt, mais c'est bon. Aujourd'hui, nous constatons dans le pays quand même que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et pourquoi cette peur? Il faut s'interroger. Et à un moment donné, effectivement, les gens ne veulent plus se prononcer. Et moi, j'aimerais bien quand même me prononcer sur cette charte des partis qui, en fait, que moi je qualifie dans le principe comme étant une loi d'exclusion. Parce que quand on lit bien cette loi, en fait, elle destine les partis qui existaient déjà à disparaître, à se dissoudre pour se reconstituer. Alors, mais l'on oublie un principe fondamental de la loi. La loi n'est pas rétroactive, à mon entendement. Les partis qui existaient, pour l'avenir. Voilà, les partis qui existaient avant la promulgation de la loi ont vocation à continuer d'exister. Ils n'ont même pas à faire de conformité. Imaginons que vous achetez une parcelle. Vous prenez un titre foncier à 120 000 francs. Demain, la loi change et impose que le titre foncier passe à 140 000 francs. Est-ce qu'on vous demande d'aller compléter 20 000 francs Il paraît que sous le tropique, ça arrive. Mais quand on est dans un pays démocratique, ce n'est pas des choses que l'on doit cautionner. Ce n'est pas des choses qui devraient arriver. Alors, nous ne sommes pas dans un État voyou, ni encore moins dans une république bananière. Et donc, nous devons nous comporter comme des gens qui respectent la loi et qui font voter des lois qui sont en parfaite concordance avec notre Constitution et avec les principes généraux de la loi. Alors, Frédéric, vous avez suivi et même pris part à cette déclaration de la plateforme électorale de la société civile qui s'inquiète, mais croit savoir qu'ensemble, les Béninois, les différentes composantes, bien entendu, parviendront à trouver le juste milieu pour éviter le pire au pays. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez, ça fait déjà 2 ans. 2 ans. Les écrits sont là, les journaux sont là, les émissions sont là. Que nous nous disions déjà que ce gouvernement a fait l'option de démanteler l'ossature démocratique du Bénin, de mettre en cause tous les acquis et d'aller vers un déni de l'état de droit. Nous le disions depuis 2 ans. Il n'y avait pas de parti politique qui pouvait le dire, parce que ceux qui pouvaient parler étaient tenus par les nombrils, éventuellement par les affaires dans lesquelles certains de leurs dirigeants étaient impliqués. Parce que être parti politique au Bénin, c'est participer au partage de la manne nationale. Et il y en avait qui ne manquaient pas de dire « Ah, si tu ne te tais pas, tu ne mangeras pas. Avec ce lait, il vaut mieux se taire pour manger. » Quand on en arrive à clochadiser la valeur humaine, à désorienter complètement l'esprit naturel, à ce niveau, on laisse libre cours à un gouvernement pour mettre en pratique le plan qu'on nous a quand même annoncé. La société civile a réagi, et je doute fort qu'elle ne tombe comme un cheveu dans la soupe, parce que le cran du combat a été déjà mené. Comment ça? Les balbutiements
les soubresauts, les gesticulations du gouvernement actuel sont des preuves éloquentes de ce que le chef de l'État a le dos au mur. Incapable de développement, incapable de réforme politique, décidé à ne pas établir la limite entre ses affaires privées et les affaires publiques. Médéric, Le chef de l'État... parlons des législatives. Je parle des législatives. Le chef de l'État se retrouve quelque peu dans des faisceaux convergents de trouille et de hantise, d'être très vite rattrapé par l'histoire. La loi sur le PPP, la loi sur l'embauche, la loi qui nous a constaté le retrait de droit de grève aux travailleurs, les lois qu'on a votées par une majorité mécanique de gens venus d'horizons divers, aux intérêts antagoniques et hétéroclites. Et si on pouvait me dire que si le président Nago, le président Moussou, le président Idji, et dans une certaine mesure, le président Koulé savait qu'ils allaient être mangés à cette sauce-là, si on pouvait me dire que le Fougue, le Haï, a allé vers le statut j'allais dire le code électoral biaisé et le système partisan tronqué, cette ardeur allait être tiédie et même peut-être allait être compromise très tôt. Ils se sont fait harakiri. Et voilà un chef d'État qui décide de réviser la Constitution, de créer des problèmes à la Renaissance du Bénin, de créer des problèmes au PSD, de créer des problèmes au PRD, de créer des problèmes presque à tous les partis politiques qui existaient avant qu'ils n'arrivent, et qui a tenté en vain de reconstituer la classe politique. C'était évident. Il fallait aller vers une recomposition, il fallait aller vers un renouvellement. Mais il ne fallait pas aller vers un renouvellement de fait. Il fallait un processus. Le chef de l'État a compris qu'il a échoué sur le plan politique. Il a passé tout son temps à se faire rembourser et à mettre sur orbite ces entreprises qui étaient moribondes. J'en viens. Lorsqu'il se retrouve dans ces conditions, il a peur. Qu'à l'issue de législative... Vous prêtez les intentions là. Non, il a peur. C'est la trouille. Sinon, ben, écoutez, vous dites que vous êtes compétiteur né. On vous a vu performant sur le terrain des affaires. Moi, je ne parlerai pas sur le terrain des opérations économiques. On vous a vu performant. Vous avez usé, abusé des méthodes qui sont propres à ces milieux pour être là où vous êtes. On vous respectait. On vous connaissait vos mérites dans ce domaine. Vous êtes sur le terrain politique. Beaucoup ont cru que la magie dont vous avez parlé devant le président Hollande et que vous avez mis en cause devant un groupe de personnes au Parlement en disant « Je n'ai jamais dit que je faisais la magie ». Beaucoup pensaient que la magie que vous aviez opérée sur le terrain des affaires, vous allez l'opérer sur le terrain politique. Mais on constate qu'à la première preuve véritablement démocratique, vous donnez la preuve que vous n'êtes pas le courageux qu'on voyait. Vous donnez la preuve que vous n'êtes pas le téméraire. Dans tout ce qui mais on constate aujourd'hui, c'est la crainte de perdre les législatives, d'avoir une majorité parlementaire contrôlée par l'opposition, de se voir pourchasser du moins par les sociétés dont on dit, dont on prétend avoir pris, par rapport auxquelles on prétend avoir pris des distances. C'est la peur. Parce que lorsque vous voyez la manière dont tout s'est passé, c'est contrairement aux règles préétablies. Le Bénin était devenu une entreprise où on a mené contre toute procédure des Belges au port, où on a décidé contre toute procédure de mettre le dictat et sur le bois, et sur le cajou, et sur le secteur pétrolifère, si je veux parler en ce terme. Donc, parlant des législatives, oui. Pour me résumer, quelle devrait être la nature des débats aujourd'hui? Pourquoi parle-t-on de certificat de conformité, de quitus, alors même que lorsqu'on dit qu'il y a élection, dans une démocratie libérale, de gens civilisants ou civilisés, on devrait faire le bilan de la législature pour ceux qui veulent qu'on leur renouvelle le mandat et pour ceux qui veulent être première fois
pour la première fois député, il devrait faire des propositions alternatives. Médéric, On devrait parler votre du bilan. Non, c'est déception, sérieux. elle est Ce n'est pas manifeste. ma déception. Moi, je ne suis pas opposant. Je ne suis pas mouvancier. Je établis les faits. J'analyse les faits et je vois les perspectives. Pour vous dire que, tout comme le président de la République a passé tout son temps à s'occuper des pécadilles et de la politique aérienne, pour se voir finalement surpris par la maîtrise ou la non-maîtrise de la situation, par sa presse propagandiste et par ses strapontins d'acteurs politiques Médéric, du moment. avec votre permission, on va Au niveau la de l'opposition, suivez mon regard. Au niveau de l'opposition, l'on se retrouve empêtré dans des querelles de leadership. On va y revenir. La réalité, c'est Médéric François Longo. C'est pour vous dire que ni la mouvance présidentielle, oui, décidée à aller vers le pouvoir absolu qui corrompt absolument, ni l'opposition qui n'a pas su jouer le rôle qu'elle devrait jouer à temps pour nous démontrer que même si elle est composée de partis politiques d'origine diverses, qui est, il y a 3 ans, des choses à se reprocher. Parce que pendant qu'Azanaï supportait Zissou, et Talon, pendant que Yahi supportait Zissou, pendant que Sébastien Diavon lui-même était dans le coup, chacun allait de ses arguments. On ne peut pas prétendre qu'ils se retrouvent en même temps. Mais lorsque l'on est tous dans une prison, on s'en sert comme un tremplin pour repartir de belle. Et dans le cas de figure, l'opposition a également péché parce que tout le temps, elle est restée dans ses petits problèmes. La mouvance présidentielle et l'opposition n'ont pas facilité la tâche. Aujourd'hui, On peut- Médéric François Longo, chers invités, il est question d'apprécier un peu les outils qui ont conduit le Bénin à être là où il en est. Des textes de loi qui ont été votés par une législature, celle finissante. Eh bien, à quoi assistons aujourd'hui? Les choix opérés hier ont-ils été bien faits? On les aime, on les aime pas, on reproche beaucoup à ceux qui ont opéré ces choix, mais il se trouve que la démocratie, c'est aussi la loi du grand nombre. Et le grand nombre a décidé pour ce Bénin. Aujourd'hui, qui se retrouve presque dans le gouffre, il faut se relever et choisir la bonne piste pour mieux repenser l'avenir. C'est bien de cela qu'il est question, chers invités et chers téléspectateurs. Aujourd'hui, l'appel de cette société civile est que toute la classe politique puisse se regarder en face, se parler et tirer les bonnes conclusions. Le chef de l'État, dans la foulée, a décidé alors de rencontrer toute cette classe politique après la rencontre du 25 février qui, pour certains, aurait accouché d'une souris. Anatole, vous avez suivi un peu comment s'est passée cette rencontre. La société civile que vous avez suivie tout à l'heure faisait comme plaidoyer que la nouvelle rencontre, celle du CIMAS, accouche, elle, de bonnes résolutions. À cet appel, la classe politique de l'opposition a décidé de ne pas répondre cette fois-ci, à gant de ce que les thèmes de référence devaient être connus, le déroulé de la séance connu, et si possible, que la séance soit retransmise en direct, suffisante pour boycotter une rencontre comme celle-là, annoncée comme décisive pour une sortie de crise. Alors, quand j'ai suivi, moi, la rencontre du 25 février dernier, j'ai eu l'impression d'assister à une querelle de cours de récréation dans laquelle le chef de l'État n'a pas foncièrement écouté l'opposition. Et l'opposition aussi, en tant que telle, n'a pas réussi à se faire écouter. Alors, chacun était dans une position d'avoir raison. Donc, le dialogue n'a pas été, n'a accouché d'une souris, comme vous venez de le dire. Alors, moi, effectivement, je comprends que l'opposition exige des garanties de sorte à ce que le pouvoir en place n'enregistre pas un débat et passe après une bande qui ne fait que la propagande de ce que de ce que le pouvoir a décidé de faire passer. Et donc, évidemment, il faut que l'opposition aille à la table de négociation, mais avec des garanties solides, pour que le peuple, évidemment, nous qui leur avons confié cette souveraineté, nous qui les avons choisis et leur avons confié ce mandat de nous représenter, pour que nous soyons informés de façon directe. Et donc, moi, je suis effectivement pour que cette rencontre soit retransmise en direct et que, évidemment, les thèmes soient précisés.
Alors, permettez-moi aussi de revenir sur quelques points que mon aîné Frédéric a soulevés par rapport aux réformes. Moi, je suis un partisan des réformes, partisan pas au sens politique. Il faut réformer le pays. Mais est-ce que ce qu'on est en train de faire, ce sont des réformes ? Parce que quand on parle de réformes, ce sont des changements profonds, effectivement. Mais ces changements doivent nous conduire à constater des améliorations. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est de la cacophonie. Alors, nous nous retrouvons à quelques jours des élections avec deux partis de même couleur. Et donc, si les choses se poursuivent de la sorte, nous nous retrouverons au lendemain du 28 février avec un parti, avec une Assemblée nationale monocolore. Et nous ne serons plus dans la démocratie, nous aurons à craindre le pire. Oui, le Bénin qui a la sueur froide va se retrouver des années en arrière de la période révolutionnaire. Ça, c'est une crainte partagée. Mais on peut pousser un ouf de soulagement chez les invités parce que les choses sont allées très vite. Nous parlons du boycott, les raisons évoquées. Justin Agléanatoire a évoqué un peu ce qui a motivé cela et son regard. Médéric, vous permettez, avec la disponibilité de la conclusion, je partage avec vous pour avoir votre réaction. On n'a qu'une dizaine de minutes. On peut retenir de cette rencontre qui finalement a eu lieu sans l'opposition, mais avec la plupart des formations politiques accompagnant le chef de l'État dans ses actions. On peut citer comme formation politique ayant pris part à cette rencontre l'Union progressiste, oui, qui s'est vue en position de délivrer, d'obtenir plutôt le précieux sésame. L'Union progressiste, disais-je, le Parti républicain était de la partie, Moël Bénin, présent, FCDB y était, l'UDBN était aussi de la partie, le PRD. Les absents, il a eu la DUD de Valentin... Non, Aditi Roulé, voilà, Valentin, Aditi Roulé, que vous avez évoqué tout à l'heure, n'a pas répondu présent. En dehors de cette formation qui accompagne le chef de l'État, il y a eu les autres formations de l'opposition, FCBE, USL, RE. Et que retenir de cette rencontre? Elle a eu lieu entre le chef de l'État et donc cette classe politique composée essentiellement de la mouvance. Je vous lis le compte-rendu exact de notre confrère Henri Ndaseko qui était de la partie. La rencontre, dit-il, entre le chef de l'État et la classe politique a bien eu lieu le 6 mars comme prévu. Seul le parti Foscori pour le développement du Bénin du professeur Soumanou Toliba y a pris part. Cette formation se réclame de l'opposition mais n'a pas pu se faire montrer sur le terrain comme faisant partie réellement de l'opposition. On retient que la balle est dans le camp du Parlement, écrit notre confrère, qui devra légiférer en urgence en proposant plutôt des tests plus adaptés pour sortir de la crise. Alors, toute l'assistance, je lis, le président en premier a déploré l'absence de liste de l'opposition après la publication des listes de candidatures de la Sénat. C'est l'essentiel à retenir. Je relis l'essentiel. On retient que la balle est dans le camp du Parlement qui devra légiférer en urgence en proposant des tests plus adaptés pour sortir de la crise. Toute l'assistance, le président en premier a dénoncé, déploré l'absence de liste de l'opposition après la publication des listes de candidatures par la Sénat. Mais derrière François Gongo, le président supplie, déplorer l'absence de l'opposition. C'était pas évident cette absence? Vous savez, l'opposition n'a pas de raison fondamentale de se présenter à une rencontre de la sorte. Cette rencontre n'a même pas de raison d'être. Parce qu'il y a des préalables. Et au Bénin, nous avons des acquis. Institutionnellement, le Bénin est complètement construit. Nous ne devons qu'aller au développement économique. Et c'est en cela que le peuple... Non, l'absence déplorée ici, c'est l'absence de l'opposition de la liste publiée par la Sénat. Je viens. L'opposition n'a même pas besoin d'aller. Le préalable aujourd'hui, c'est le respect du principe de compétition au niveau de scrutin législatif. Et le président est demandeur. Et lorsque on a fixé la date du 28 avril et que l'on a une échéance institutionnelle pour constater la fin du mandat des députés et que l'on renvoie maintenant la liste de deux partis de la mouvance présidentielle, lorsque l'on renvoie cette liste,
à l'Assemblée nationale en disant que l'Assemblée revoit les tests, on veut nous amener à une relecture du code électoral. C'est à l'actif du chef de l'État. Moi, j'appelle cela de la prudence. J'appelle cela de la sagesse, même si l'État, il tente de nous le démontrer. Mais cette certitude se retrouve fébrile, fragile. Pourquoi? Face au non-respect de tous les engagements politiques pris par le chef de l'État depuis 3 ans. Le chef de l'État n'a rien respecté. Le chef de l'État a décidé de foutre en l'air la coalition de la rupture, la grande coalition qu'il a menée au pouvoir, et qui lui a permis, du haut de ses 24%, d'avoir 65%. La légitimité du pouvoir est sapée. Tous les autres électeurs qui ont décidé de le suivre, les 41%, ne peuvent plus se retrouver. Je viens, il faut suivre. Non, il faut suivre rapidement. On a 10 minutes. 6 minutes. Je vais aller vite. Votre vis-à-vis. Je vais aller 2 minutes. On me donne 2 minutes, je me donne 3 minutes et je finis en 1 minute. Quelle devrait être la situation? Aujourd'hui, on devrait être en train de faire des débats d'idées. Donc, lorsque le chef de l'État nous amène à le constater, qu'il embrouille les pistes à dessein pour gagner le temps, qu'il nous amène à douter de sa sincérité par rapport à son souci d'aller vers l'enseignement de la démocratie. Nous soupçonnons 3 possibilités pour aller vite. Ou bien le chef de l'État va nous amener dans un vide institutionnel. On va constater la fin du mandat des députés sans qu'il y ait d'élection. Et on ira par le truchement de consensus qui aura valeur institutionnelle ou constitutionnelle à une prolongation du mandat des députés, quitte à ce que ce mandat ne rencontre ou ne soit proche de celui de la fin des maires. Et là, on ira à la révision de la Constitution, puisque pendant que les élections législatives sont constitutionnelles, les élections municipales ne le sont pas. Ou bien, le chef de l'État a fait l'option de foncer tout droit dans le mur, en restant dans sa logique jusqu'au boutiste, de créer les chaos à des fins que nous refusons sur lesquels nous refusons d'anticiper. Ou bien, le chef de l'État constate qu'il a le dos au mur, qu'il n'a plus trop de marge, il prend la hauteur de la situation, se soustrait des desiderata, des durs de son système et demande que l'on revienne à l'ancien code, quitte à ce que la relecture ne se poursuive pour qu'on soit dans le délai réglementaire. Les termes sont voilà suffisamment clairs. Peu les possibilités. Et si le chef de l'État décision renvoie maintenant le code électoral presque, ou même le système partisan, ou même ce débat de certificat de conformité aux structures compétentes, c'est que nous constatons, qui veut gagner le temps, à des faits que nous refusons d'anticiper, mais nous voyons qu'il a d'autres possibilités qui peuvent lui permettre en tout de cas, pour reprendre l'instant, ce qui a été retenu, Justin Aglé-Anatole, on a dépassé les 2 minutes, Justin Aglé-Anatole, le chef de l'État a pris cette option qui n'était pas pour autant envisagée, d'aller à un toilettage. Officiellement, on ne le voyait pas sur cette piste, mais c'est ce qu'il a finalement fait. Ce n'est pas grand pour un chef. Oui et non, parce qu'il aurait pu le faire plus tôt et nous éviter tout ce temps perdu. Mais nous en prenons acte et nous lui décernons un petit merci pour cela, mais en même temps en mettant en garde nos législateurs qu'il faille désormais qu'ils nous donnent des lois qui ne nous mettent plus dans cette situation. Il faut abroger les 2 derniers, enfin, que ce soit le code électoral ou la charte du système partisan, il faut l'abroger. Et moi, je voudrais faire d'ailleurs une proposition par rapport au quitus fiscal. Il faut désormais permettre aux gens de déposer leur candidature sans le quitus fiscal, quitte au Sénat de demander à l'administration la vérification du fait que les gens soient à jour ou pas. Ça évite que des candidats sérieux n'aient pas la possibilité de déposer leur dossier parce qu'ils n'ont pas pu avoir à temps leur quitus fiscal. Donc le quitus fiscal a été confisqué en temps.
Ok, mais autour du débat qui a cours actuellement, il y a la fameuse pièce introduite par la Cour constitutionnelle qui a semblé fondamentalement divisée. Il s'agit du certificat de conformité. Pour l'option prise aujourd'hui par le chef, pensez-vous qu'il faille oublier carrément le certificat de conformité et alors ouvrir la boîte à Pandore pour les 10 formations qui ont reçu ou qui sont fait enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur? Pour moi, le certificat de conformité est contraire au principe comment dit-on, des lois. Parce qu'aucune loi n'est rétroactive. Elle n'est rétroactive que lorsqu'elle profite à l'administré. Alors, donc, à partir du moment où on prend une loi, elle a valeur pour le futur. Et donc, les partis qui existaient avant la prise de cette loi n'ont pas à se conformer. C'est des partis qui... D'ailleurs, on est dans une position où, même d'ailleurs, la loi dit que ces partis ont jusqu'au 17 mars pour se conformer. Ça veut dire que ces partis ont encore toute leur légitimité pour participer à toutes les compétitions et pour intervenir comme étant parti politique béninois. Et pourquoi leur réclame-t-on un certificat de conformité qui n'existe même pas dans la loi? Puisque le président même dit qu'il demande à son ministre, j'ai suivi ça à la rencontre qui a eu lieu entre lui et l'opposition. Il pose la question à son ministre de savoir si ce certificat de conformité existe dans la loi. N'a-t-il pas lu la loi lui-même, monsieur le président? Donc la question reste posée, Médéric, sur la question toilettage de tests à l'Assemblée nationale. Le certificat de conformité, on ferme les yeux là-dessus, on fait avec, ou il vaut mieux rayer. Vous savez, le certificat de conformité est une pièce administrative qui ne saurait s'imposer à une loi. Deuxièmement, le certificat de conformité dont on doit connaître, dont la régularité ne doit être connue que par un candidat, tête de liste dans la 8e circonscription électorale, devient une pièce sélective pour éliminer certains candidats. C'est anticonstitutionnel. Je crois qu'il y a les préalables et il y a des acquis. On ne doit plus, à quelques jours des élections, 30 ans après, et là, je rends hommage à tous ceux-là qui ont œuvré pour la conférence nationale, parce que je constate que tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, dans une grande majorité, n'ont pas connu le prix de la démocratie. Nous avions mené le combat de 89. Il faut le rappeler. Nous avions mené le combat de 89 pour provoquer la conférence nationale. Zanaï Candide et autres. Le professeur Djogbeno aujourd'hui, il était au collège Père-au-Pierre. Nous savons de quoi nous parlons. Nous rendons hommage à la mémoire de Pafé Akacha, à la mémoire de Togba Dialuk et à tous ceux-là qui ont perdu de leur vie. C'est important parce qu'un peuple qui oublie son passé, la France célèbre l'amnistie. Les États-Unis célèbrent les vétérans du Vietnam pour rappeler à la mémoire individuelle et collective que seule la bravoure amène le peuple vers des combats meilleurs. Ceux-là, ils ont passé la conférence sous silence. Ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas là pour l'enracinement de la démocratie. Sinon, il y a des préalables en matière électorale. Nous sommes des experts en matière électorale au Bénin. Et nos expertises sont vendues ailleurs. Donc, on ne va pas nous faire croire aujourd'hui qu'à moins de 2 mois des élections, c'est autour des tests que nous allons nous batailler. C'est la preuve que le juridisme dans lequel les prétendus constitutionnalistes, encore que bon, il est privatiste, il paraît, et tous les autres ont conduit dans le chef de l'État, nous a fait constater des échecs consécutifs. Toutes les décisions que le chef de l'État a eu à prendre sont sujettes à difficulté, n'ont pas eu la mise en conformité avec la Constitution au lot, et aujourd'hui passent comme lettre à la poste, comme si nous sommes dans la logique où on a un avocat, président de la Cour constitutionnelle, qui défend les dossiers de son client, président de la République. Il faut le dire. Alors, pour dire oui, que le chef de l'État ne doit pas nous donner l'impression qu'il veut jouer au sapeur-pompier après avoir été longtemps durant le pyromane. Si toute cette situation, nous vivons toute cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une option d'en finir avec les acteurs politiques qui vont tenter de tenir tête, alors que nous sommes dans une logique de contradiction, pour la manifestation de la lumière, de renvoyer tous ceux qui peuvent avoir des surfaces financières pour, à des moments donnés, établir l'équilibre au niveau des affaires, de clochardiser, je ne le dirai jamais assez, la justice et de poltroniser la police. Bref, aujourd'hui, je pense que mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, il vient d'ailleurs, il a dit qu'il y a la peur. Moi, je dirais qu'il y a la terreur et même il y a la méfiance. Tous, Médéric François Gongo, Justin Aglé, toutefois, l'espoir est permis. Le premier des Béninois a la situation en main et il doit accepter
que 3 ans après, nous supposons qu'il est Merci rentré Médéric dans cette François forme Gogo. Là, et le il temps doit est aller terminé. vers la On n'aura démocratie. pas le temps pour conclure. Je Franchement, m'en on n'a pas voudrais le de temps ne pour pas aller. laisser M. Agli conclure très rapidement Quelques et on mots, va quand même. conclure. Quelques mots. Oui, de la part de Justin. Et j'appelle le peuple béninois à la patience et au calme, et j'appelle aussi nos responsables politiques à de la responsabilité, à ce qu'ils comprennent qu'ils sont en train de jouer avec l'avenir de toute une nation, et nous avons besoin d'un Bénin où il règne la paix et le bon vivre. Les élections doivent être comme dans le passé, des moments de joie, de convivialité, de fête, comme nous l'avons toujours connu au Bénin. Bénin reconnu comme démocratie sur le plan international, et nous sommes un exemple à suivre pour les pays. Donc, continuons dans ce sens. Merci à vous, Justin Agli Tonato Anatole. Merci aussi à vous, Médéric François Gogo. Le temps, vous l'avez eu suffisamment, chers téléspectateurs, toutes nos excuses. On va devoir arrêter l'émission, ainsi le temps est complètement parti. Nos excuses à la réalisation de l'autre côté. 100% Bénin pour le numéro du jour. On y reviendra sans nul doute. Ce qui est attendu pour le dégel. Peut-être les Béninois l'ont désormais. Le chef de l'État appelle au toilettage des tests pour ouvrir la compétition. C'est ce qu'il faut retenir d'essentiel par rapport à cette crise qui secoue le Bénin depuis qu'a été annoncée cette course pour les législatives d'avril 2019. 100% Bénin, le numéro du jour, c'est ainsi terminé. Cette citation du poète romantique anglais Edward Young pour vous fausser définitivement compagnie. La paix, dit-il, et la dignité naissent à l'instant où l'ambition et l'arrogance démesurée meurent. Mais si elles demeurent, attendez-vous plutôt au pire. Bonne suite de méditation chez vous et à très vite pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.